Personnellement, je pense qu'avant de décréter qu'une question est stupide, il faut se demander qui est-ce qui a posé cette question, quelles étaient ses préoccupations, dans quel contexte cette question a-t-elle remonté la surface pour devenir sujet d'étude. D'abord, cette question, elle est posée par des historiens. Et pourquoi est-ce qu'ils la posent? Pas parce qu'ils détestent Nietzsche, mais c'est que d'abord, on a lu attentivement l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et que naturellement, on recherche des causes à ce qui s'est passé. Pourquoi des milliers d'êtres humains ont participé sciemment à un processus dans lequel aucun sentiment moral d'aucune sorte n'était admis. Et si vous croyez que la question est simple, elle n'est pas simple. C'est même, je dirais, une énigme. Avec Nietzsche, on tiendrait peut-être un bout de réponse à cette énigme. Voyez-vous, si les regards se posent sur lui avec suspicion, c'est parce que le dossier il est assez épais. Il y a encore plein d'aphorismes du gai savoir que je vous ai pas cités. La moralité, c'est l'instinct du troupeau chez l'individu, aphorisme 116. Le plus grand danger est dans la pitié, aphorisme 271. Là où il y a des masses, il y a un besoin d'esclavage, aphorisme 149. C'est vrai que quand on réfléchit selon un logiciel nietzschéen, il y a un retournement de la question. Nietzsche dit que les valeurs ont été inversées. Parce que pour lui, justement, la morale, c'est un renversement des valeurs. Vous vous souvenez, c'est tout ce qu'il décrit dans Généalogie de la morale. En fait, la morale chrétienne a renversé des valeurs plus fondamentales qui étaient celles de la force et de la volonté de puissance, en fait. Donc voilà ce qu'un Nietzschéen nous dirait. Il nous dirait, mais non, ne vous posez pas cette question, demandez-vous plutôt pourquoi les chrétiens ont inventé la morale. Mais pourquoi ne pas tromper? Mais pourquoi ne pas se laisser tromper? Pourquoi, de toute façon, la morale? Voilà la question que pose ce livre massivement répandu dans l'Allemagne au début du XXe siècle, tenu pour une haute référence philosophique par toutes les sommités de la discipline, et vous pensez qu'une voix aussi profonde, aussi brillante que celle de Nietzsche ne va pas impacter, faire réfléchir les gens, les faire méditer dans un contexte où le monde entier accuse les Allemands d'agressions répétées compulsives, où on les accuse d'être les mauvais? Nietzsche ne les rassure-t-il pas sur leur bon droit? N'a-t-il pas légitimé le droit du plus fort? Quel autre effet pensez-vous que cela ait pu avoir, sérieusement? Allez, on va citer l'historien Jan Kershaw, qui pour information est l'un des spécialistes du nazisme les plus célèbres du XXe siècle. Ce n'est pas sans raison que les nazis se sont appropriés Nietzsche comme l'un des initiateurs de leur Weltanschauung. N'avait-il pas vitupéré la démocratie et le parlementarisme, prôné la guerre, annoncé la venue de la race maîtresse et du surhomme, tout cela sous les formes les plus affirmatives? Les nazis pouvaient le citer à propos de tout sujet imaginable. Et ils ne s'en privaient pas. Sur le christianisme, le plus grand des fléaux, la plus énorme perversion, la perpétuelle souillure de l'humanité. Sur l'État, la société n'a jamais vu dans la vertu qu'un moyen d'accéder à la force, à la puissance et à l'ordre. L'État, c'est l'immoralité organisée. La société n'a pas le droit d'exister en soi, mais seulement comme une infrastructure, un point de départ, d'où une race choisit d'être peut se hausser jusqu'à ses devoirs. Ah, attends pas si vite, parce que quand même, Nietzsche n'est pas là pour se défendre, donc vas-y, mais vas-y plus doucement. Le fascisme, ce sont des courants nationalistes à l'origine. C'est un nationalisme hypertrophié. Mais j'ai jamais entendu dire que Nietzsche soit nationaliste. Donc ton point de vue est un peu partiel, je trouve. Tiens, regarde, dans Par-delà le bien et le mal, on voit qu'il est plutôt pour l'Europe. On ne veut pas voir les signes indubitables où se manifeste le désir d'unité de l'Europe. C'est l'aphorisme 256. Cet argument, je ne le trouve pas pertinent. Chez les intellectuels, il existe une sorte de cosmopolitisme de fait. Lorsque vous méditez sur les grands philosophes, les grands auteurs, les grands penseurs, vous allez lire des livres allemands, anglais, français, presque toujours européens. Une pensée aussi riche en références érudites que celle de Nietzsche est obligée de se construire un certain rapport à l'Europe, l'Europe des lettres. Donc Nietzsche fut un penseur européen, peut-être même davantage qu'un penseur allemand. Mais tu sais, dans le nazisme aussi, on retrouve un espoir de retrouvailles du peuple blanc européen avec lui-même, une unification de l'Europe. Les nazis voulaient que chaque race, chaque peuple, anglo-saxon, franc abattardi ou latin, chaque peuple puisse développer son génie particulier dans le giron d'une hiérarchie raciale qui soit saine, et où les Aryens occuperaient évidemment la première place. Et puis je vais te dire, à chaque fois qu'on parle d'unification de l'Europe, ça sent déjà l'odeur du sang. Ton aphorisme là que tu m'as cité, faut le lire jusqu'au bout. Je songe à des hommes comme Napoléon.
C'est ce qu'il écrit plus loin. Napoléon, c'était l'unité de l'Europe. Mais pas du tout dans la paix, hein. Dans le Crépuscule des idoles, il parle encore de César et de Napoléon. Pourquoi ne chercherait-il pas un grand conquérant, un grand unificateur, allemand cette fois, un Napoléon allemand? En quoi cela est-il contradictoire avec les projets d'un Guillaume II au minimum? Sinon, l'autre. Ouais, le lien est un peu artificiel, non? Il est artificiel pour toi parce que tu ne te mets pas à la place des rêves de grandeur des Allemands. Depuis Iéna, ils rêvent d'avoir leur Napoléon à eux, et Hitler ne fait que leur proposer ce qu'ils désirent. D'ailleurs, Nietzsche n'appelle pas spécialement à une grande conquête de l'Europe, mais la conquête de l'Europe reste une magnifique démonstration de surhumanité et de volonté de puissance. On le sait tous. Il n'y a donc rien de contradictoire, bien au contraire, entre l'européisme de Nietzsche et la conquête de l'Europe par Hitler. Qui dit unification dit guerre. Quand on vous parle d'unification allemande, on parle des guerres que la Prusse a menées à ses voisins pour imposer sa domination. Et quand on parle d'unification italienne, c'est la même. Ce sont des pays qui ont réalisé leur unification nationale au XIXe siècle. Et c'est pas un hasard si ces deux pays se sont lancés par extrapolation dans l'unification de l'Europe elle-même en 1940. L'unification de l'Europe, après tout, ne semblait que l'application à un cadre plus large, plus racial, du logiciel d'unification de l'Allemagne. Mais pourtant, il paraît qu'il disait beaucoup de mal des Allemands. En effet, il est courant pour la défense de Nietzsche d'invoquer certains passages où il montre ou semble montrer son mépris pour les nationalistes allemands. Dans Ecce Homo, il s'invente même une ascendance polonaise. Croire que cette vague hostilité au nationalisme sauvera ses responsabilités dans l'histoire de l'Allemagne est à mon avis peine perdue. Je pourrais n'y voir que des points de détail et les évacuer, mais en fait, pour moi, il révèle un malentendu dans sa démarche. Nietzsche y épanche d'abord son besoin de différence. Être nationaliste n'aurait pas de sens. Tout le monde est plus ou moins nationaliste en Allemagne à cette époque. Ce n'est absolument pas en se proclamant nationaliste qu'il émergera du troupeau, bien au contraire. Le nationalisme est le fait de se regrouper fanatiquement derrière un chef en raison d'un passé commun ou d'une histoire commune. C'est méprisable, dans le sens où c'est une affaire d'êtres inférieurs. Nietzsche ne saurait se reconnaître dans la vulgate nationaliste, et pourtant, c'est précisément pour cette raison qu'il s'apparente au fascisme. Le surhomme n'est pas le soldat de Napoléon, le surhomme est. Nietzsche ne s'adresse pas aux troupiers ignares de l'armée du Reich, mais il veut être le bréviaire de celui qui sera appelé à diriger la destinée du Reich ou d'un autre empire. Le surhomme n'est pas le patriote naïf qui boit la propagande de l'État, il est celui qui écrit cette propagande à l'intention du premier. Nietzsche ne posera jamais la nation comme entité première, bien au contraire. Il ne veut pas écrire le destin de l'Allemagne, il veut écrire le destin des grands hommes, en les dissuadant d'éprouver la moindre pitié pour ceux qu'il broie. Ce qui est premier n'est pas la nation, ni la religion, ni l'histoire. Ce qui est premier, c'est la volonté de puissance, quel que soit son contexte. Être nationaliste allemand, monarchiste allemand, chrétien allemand, tout cela aurait signifié se soumettre à des règles. Cela est méprisable, mais c'est bien le devoir de l'homme fort que de se hisser au-dessus de ce qu'il méprise et de conduire les sots et les naïfs à la baguette. Bien sûr que la nation n'est qu'un mensonge, mais pourquoi ne devrait-on pas mentir? Guillaume II et Hitler ne sont pas nietzschéens en tant que sauveurs de l'Allemagne, mais ils le seront s'ils travaillent dans leur intérêt propre, et pour cela, le mensonge leur est permis. Mais il aime les Allemands. Il aime la race germanique. Il les critique souvent parce qu'il déteste la moraline qu'il croit voir se diffuser chez certains intellectuels allemands. La preuve, c'est qu'il ne critique jamais le grand Allemand de la période qui est Bismarck. Sérieusement, hein, l'invasion de la France par Bismarck, c'est quoi? C'est le surhomme ou c'est la moraline? C'est la moraline qui nous a pris l'Alsace-Lorraine? C'est la moraline qui attaque par les Ardennes? De toute façon, il n'y a rien qui m'énerve plus que ces histoires de moraline. Alors je comprends bien que on veuille y voir un ancêtre de la bien-pensance, mais je vais être honnête avec vous, la moraline, la fameuse moraline de l'Allemagne fin 19e dont parle Nietzsche, c'était un des rares trucs qui retenait les Allemands de nous fondre dessus. Et les Juifs, tiens. Les Juifs, là aussi, je suis désolé, ça colle pas. Nietzsche n'est pas antisémite. J'ai lu qu'il a rompu son amitié avec plusieurs de ses amis en raison de l'antisémitisme de ces derniers. Il critique la haine du juif, que ce soit chez Wagner, chez son beau-frère apparemment, enfin chez plein de personnes en fait. Ah, je l'attendais cet argument.
Effectivement, Nietzsche n'est pas le père du nazisme. Je vais en reparler plus loin. Mais, malgré tout, je veux corriger certaines choses qu'on dit à ce sujet. Si, apparemment c'est sa sœur, Elisabeth Forster, qui a fondé les archives Nietzsche et qui a interpolé, transformé et trahi sa pensée pour que ça corresponde. Oui, non mais ça me fait toujours rire ça. Nietzsche n'a pas besoin d'être nazifié. C'est pas comme ça que ça se passe. Les nazis prennent dans sa pensée ce qui est récupérable. Et dans le cas de Nietzsche, presque tout, pas tout, mais presque tout est récupérable. Il n'y a pas eu besoin de modification de la sœur de Nietzsche pour comprendre que Nietzsche enseignait la violence. Il l'enseigne à chaque page. Bon, maintenant je vais répondre sur les Juifs. On sait que les Juifs, c'était un peuple brillant, inventif, etc. C'était pas un peuple à plaindre, c'était pas un peuple de faibles, c'était pas le troupeau. Au contraire, c'est plutôt une poignée d'élus dans la masse. Donc il est clair, au vu de leur talent, que ces hommes sont plus proches du surhomme que du troupeau. Au contraire, ils se font persécuter par le troupeau. Donc tu vois, les Juifs, ils les aimaient bien. Voilà, et Nietzsche, comme il déteste les instincts de ressentiment, il était trop intelligent pour ne pas le voir, toute l'hypocrisie et la jalousie qu'il y avait dans la haine des Juifs. Cela est vrai, t'as raison. Néanmoins, il a aussi été travaillé par la question juive pour une autre raison. C'est que la morale chrétienne, celle qu'il déteste tant, est et sera à jamais une invention des Juifs. Il le répète notamment dans l'Antéchrist. Et oui, ce poison par lequel l'humanité a affaibli, endormi, assoupi le génie propre de ces grandes races, et il dit des races, c'est un mot qu'il prononce, c'est une invention juive. Or, cette idée, c'est une idée canonique du national-socialisme. Le christianisme est le poison que les juifs ont inoculé dans l'Europe. Et Himmler, et Bormann, et Hitler lui-même le disaient volontiers, ils espéraient voir la fin du christianisme de leur vivant. Elle est une source de faiblesse, contraire aux instincts les plus hauts de la race germanique. C'est par le christianisme, entre autres, que les juifs dénaturent, dégradent la race germanique. Donc certes, la pensée nietzschéenne n'est pas raciale, il prononce le mot race souvent, mais à l'époque ce mot ne posait aucun problème. Sa pensée n'est pas raciale, mais elle peut tout à fait s'interpréter en termes raciaux pour le lecteur motivé. Alors, je fais tout de suite une petite parenthèse sur le nazisme. Nietzsche est souvent accusé d'avoir inspiré la pensée nazie. Je vais donner mon point de vue là-dessus, qui n'est que mon point de vue, je le précise. Tout ça, ce sont des foutaises. Nietzsche a développé une pensée philosophique, une pensée de l'humanité, une vision anthropologique, et que des courants, des idéologies politiques aient pu s'appuyer sur sa pensée, c'est un fait. Mais s'appuyer sur une pensée ne signifie pas que la pensée est elle-même fautive. On peut toujours utiliser une pensée dans le sens de ses intérêts. D'ailleurs, une pensée aussi riche que celle de Nietzsche peut facilement être interprétée dans le sens des intérêts de n'importe qui. Alors, je vais vous faire une confidence. Quand j'ai cliqué sur cette vidéo du précepteur, qui portait sur la volonté de puissance, je savais déjà que le précepteur allait dire ça. Parce que je le connais un peu, et je l'aime bien, il n'y a pas de souci. Et parce que je savais qu'il aurait ce réflexe que je comprends, qui est la liberté du philosophe. C'est toujours gênant pour un philosophe sérieux de voir débarquer des historiens énervés dans mon genre, la bouche pleine d'interrogatoires agressifs, alors que lui, il veut aborder Nietzsche dans la sérénité. Et donc le précepteur, il a raison dans un premier temps, et moi j'ai fait pareil. J'avais pas envie de partir de ma conclusion, mais j'ai fait de l'histoire, je me suis posé une question. Qu'est-il arrivé aux Allemands pour qu'ils aient rejeté, expulsé en eux tout sentiment moral, tout instinct moral? C'est simplement cette question qui, en remontant le fil, m'amène jusqu'à Nietzsche. Nietzsche est un grand penseur et un grand écrivain. Il est un grand penseur et c'est un penseur de la violence. Nietzsche ne fait pas que mentir, loin de là. Et c'est ça qui le rend passionnant, c'est que, visiblement, il n'est pas qu'un imposteur, il n'est pas qu'un usurpateur, c'est quelqu'un qui remue des questions profondes. Cette bête en nous, il ne l'a pas inventée.
Et Schopenhauer l'a décrit à sa manière aussi. Mais contribution à la vérité ne veut pas dire contribution à l'éthique. Sur le plan éthique, Nietzsche a prôné l'acceptation de la violence sans n'y mettre aucune borne. J'ai bien dit aucune borne, ni même aucune finalité. On sait qu'il a parlé de l'homme comme s'il s'agissait surtout d'un animal, d'un prédateur, d'un oiseau de proie. Et quoi qu'en pense Nietzsche, en 1942, je pouvais vous assurer que la morale n'était pas un accessoire gênant. C'était un outil indispensable. Pour ma part, j'ai ressenti une joie à la lecture de Nietzsche. Parce que j'aime la vie, moi aussi. Et je peux comprendre que dans certains cas, il y a primauté de la vie sur la raison ou sur la moraline, etc. Mais dans l'histoire de la philosophie, il existe d'autres façons de décrire ces concepts, il existe d'autres façons de rendre un hommage au corps et à l'unité du corps et de l'âme. Par exemple, chez Bergson. Tout ce qui m'avait plu chez Nietzsche, je l'ai retrouvé chez Bergson en 1000 fois mieux. Ouais, bon, je sais pas. Bon, je pense que t'as raison, parce qu'en abolissant toute morale, il y a un relativisme ou un manque de limite. C'est un point que je peux t'accorder, mais je trouve quand même que Nietzsche ne peut pas non plus être tenu pour un fondateur. Tu le dis toi-même, il ne parle pas politique, il ne parle pas de l'État et très peu de race. Mais tu as raison dans la mesure où il ne dit rien contre. Mais il ne dit rien pour, vraiment. Bon, alors maintenant que j'ai écarté la plupart des arguments qui me faisaient obstacle, je vais pouvoir préciser un peu ma pensée. Cette vidéo ne dit pas que Nietzsche est le père du nazisme. Mais c'est parce que tu essaies de démontrer depuis tout à l'heure. Alors je peux montrer cette photo de Hitler venu en pèlerinage à Weimar pour voir le buste de Nietzsche, mais cette photo n'est pas la preuve que Hitler est son successeur spirituel. Nietzsche n'est pas le père, Nietzsche est la mère. Est-ce que tu vois la différence ? Absolument pas. Le nazisme est l'enfant naturel de deux choses. D'un côté, le darwinisme social, qui pour moi est le père véritable, le géniteur de cette monstruosité. En effet, le darwinisme social prétend que les races humaines se développent de façon analogue aux espèces animales, certains traits évolutifs apparaissent, les plus faibles périssent, les meilleurs restent. Et là, quand je dis les faibles périssent, les meilleurs restent, ça t'évoque rien ? Oui, ça peut rejoindre Nietzsche. Ouais. Ça fait écho, mais ce n'est pas pour autant la même chose. Le darwinisme social, effectivement, semble valider en grande partie la violence nécessaire qui donne une justification à la mort du faible. Mais si vous cherchez les origines intellectuelles du nazisme, elles se trouvent dans tout un langage racial, toute une conception raciale de la vie, l'arien pensé comme race supérieure, et tout ça, ça figure dans les textes de Houston Chamberlain, par exemple. Mais ce darwinisme social, on l'a semé dans un terreau, dans une terre féconde, qui va jouer le rôle d'amplificateur de violence. Quelque chose qui n'est pas une idéologie, mais qui est un état d'esprit, et cet état d'esprit, c'est le fascisme. Le darwinisme social, c'est l'aspect idéologique du nazisme. Le fascisme, lui, n'est pas une pensée raciale, c'est même pas une idéologie. Il n'y a pas tout un fatras de conception du monde ou de philosophie de l'histoire ou de pensée économique comme dans le socialisme de Marx. Qu'est-ce que c'est alors le fascisme ? C'est une attitude. Et en quoi elle consiste ? Alors, écoute bien, c'est l'attribution de la volonté de puissance, au sens nietzschéen du terme, à l'État. Parce qu'effectivement, Nietzsche ne disait pas que l'homme politique doit être mu par la volonté de puissance. Il le disait des individus. Le fascisme, c'est un nietzschéisme transformé. Il déplace la volonté de puissance de l'individu vers l'État. C'est bien rentré ? Alors peut-être tu vas te demander, oula, où est-ce qu'il me sort tout ça ? Est-ce qu'il a des arguments pour justifier ce qu'il explique ? Voilà ce que Mussolini écrit dans La doctrine du fascisme. Le fascisme ne croit ni à la possibilité ni à l'utilité de la paix perpétuelle. Il repousse le pacifisme comme une lâcheté devant le sacrifice. La guerre seule porte au maximum de tension toutes les énergies humaines et imprime une marque de noblesse aux peuples qui ont le courage de l'affronter. Toutes les autres épreuves ne sont que secondaires et ne placent jamais l'homme en face de lui-même. Par conséquent, une doctrine basée sur le postulat de la paix n'est pas plus conforme au fascisme que toutes les constructions internationales qui sont emportées par le vent quand le sentiment, l'idéal ou l'intérêt suscitent la tempête dans le cœur des individus. Il comprend la vie comme un devoir, une élévation, une conquête. La vie doit être haute et pleine, vécue pour elle-même, mais surtout pour les autres, proches et lointains, présents et futurs. C'est ça qu'écrit Mussolini. Et évidemment, on croirait entendre Nietzsche, si ce n'est la dimension profondément sociale, presque politique. On voit bien que
Ce qui compte désormais, c'est le groupe. Mais un groupe dont l'État est le visage. Que disait Nietzsche ? Nous sommes de verre. Malheur à nous si nous nous heurtons. Tout est perdu si nous tombons. Mais on a encore mieux avec Zarathustra. Vous apprécierez dans la paix le moyen d'amener une autre guerre, et vous préférerez une paix courte à une longue. Je vous demande non de travailler, mais de combattre. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, rappelez-vous la devise de Mussolini. Vivre dangereusement, ça vient du gai savoir. Vous vous demandiez ce que c'était que le fascisme ? Le fascisme, il est ici. Oui, mais du coup, c'est toujours pas nationaliste, tu vois. Il appelle pas à récupérer une province perdue, par exemple Alsace-Lorraine ou que sais-je. Oui, mais justement, c'est pire que ça. Il n'y a pas de motif à cette violence. La violence est enseignée par Nietzsche en tant qu'expression de la volonté de vivre. Obtenir l'Alsace-Lorraine ou Belfort ou Ypres ou Gdansk, peu importe, pourvu qu'il y ait une lutte. C'est une violence qui n'a pas de motif, et c'est justement ça qui la rend encore plus problématique. Une autre façon de comprendre le fascisme, alors ça je l'avais dit dans ma vidéo sur Mussolini, c'est de renverser l'adage latin. Si vis pacem para bellum. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Je fais la guerre parce que je veux la paix. Eh bien le fasciste dit le contraire, on ne cherche pas la paix. C'est la paix qui est utile pour préparer la guerre, et c'est la guerre que nous voulons. Mener une guerre sans raison, parce que rien n'a de sens, la guerre éternelle, je veux broyer mes voisins, jusqu'à ce que je tombe moi-même au combat, l'épée à la main. L'homme est figé dans une posture héroïque, il est une statue d'Achille, immobilisé à jamais au moment de sa perte. C'est ça qui est écrit, malheur à nous, si nous nous heurtons, tout est perdu si nous tombons. C'est une lutte à mort, c'est ça qui est écrit sur le papier. À mort ? Oui, à la fin c'est la mort. C'est la mort qui attend ces gens. Il faut combattre et in fine se faire détruire le jour où on tombera sur plus fort que nous. C'est ça la loi du plus fort. Et c'est cet état d'esprit, cette attitude qui échauffait les grands agresseurs de la Seconde Guerre mondiale. Nietzsche n'est pas le père du nazisme, mais il a été une mère, un espace de gestation, une terre féconde pour ces graines-là. Alors, ce qui rend la situation assez difficile à lire pour beaucoup de gens, c'est qu'il n'y a pas eu une, mais deux puissances de l'Axe en Europe. Pour reprendre un peu mon analogie, d'un côté, vous avez la femme célibataire et stérile, et de l'autre, un père et une mère qui ont engendré un enfant monstrueux. Un fascisme infécond et un fascisme fécond. Et le cas de Mussolini est très instructif parce qu'il aurait dû rester en paix, ce pays. Il avait tout à perdre dans cette guerre. Et très honnêtement, si l'État fasciste s'était abstenu de cette stupide entrée en guerre en 1940, il se serait sorti de l'histoire avec beaucoup moins d'opprobre et beaucoup plus de tranquillité. Mussolini aurait dû s'en sortir les doigts dans le nez. Il avait tout pour faire un État stable, sa dictature était finalement assez supportable, même les travailleurs finalement s'en portaient pas plus mal, quoi qu'en disent les marxistes. Alors qu'est-ce qui a causé sa perte ? Ce qu'il a perdu, c'est son entrée en guerre, c'est l'appel de la lutte, c'est son fascisme qu'il a perdu. C'est son nietzschéisme qu'il a perdu, c'est-à-dire sa jalousie, la jalousie qui existait chez lui, les prises de guerre de Hitler. Il avait l'envie de se jeter dans le bain, alors que son armée n'était évidemment pas prête. Mussolini était pleinement nietzschéen. Il voulait la guerre autant que Hitler, mais lui, par contre, à cause de son pays, il n'était pas prêt. Donc il a demandé à ce qu'elle ne commence qu'en 1942, pour qu'il puisse se préparer. Hitler n'a pas voulu attendre, les faibles étant les faibles, tant pis pour eux. À côté de ce fascisme stérile, il y a l'autre, le fascisme fécond. Fécondé par une idéologie. Hitler est 100 fois plus fasciste que son voisin du Sud. C'est lui qui a poussé à fond la logique du surhomme, la logique de l'inégalité des hommes, le culte des hommes supérieurs, à un point que l'Italie n'aurait jamais effleuré de son plein gré. Pour moi, Hitler a été le surhomme du XXe siècle. Il était raciste, grand bien lui fasse. Nietzsche n'a que faire de la doctrine des races, ça aurait pu être sous un autre prétexte. Mais lui, il a fait plier un genou au monde entier. Connaissez-vous une plus magnifique démonstration de la volonté de puissance ? Lorsque l'on rend visite de nos jours au mémorial d'Auschwitz, on ressent deux choses, une présence et une absence. La présence d'une pensée raciale extraordinairement stupide et catégorielle, classifiant et hiérarchisant les êtres humains d'après des attributs génétiques. Cette pensée-là, l'une des plus superficielles jamais pensées par l'homme, est complètement étrangère à Nietzsche.
Mais à Auschwitz, il y a aussi une absence. Et c'est cette absence qui nous fait frissonner encore davantage. C'est l'absence énigmatique, inexplicable, de toute trace de compassion humaine devant l'innocence des persécutés. Un sentiment aussi fondamental que la tendresse pour l'enfant qui pleure sa mère, ce sentiment-là même s'est volatilisé. Une guerre a été menée à tout argument moral, quel qu'il soit. Pourquoi cette morale a disparu? Qui leur a ravi ce regard de douceur? En quoi était-il périlleux pour l'humanité qu'un officier éprouvât du sentiment? Si Nietzsche ne s'était pas fait l'apôtre de cet anéantissement, s'il n'avait pas interdit rigoureusement tout acte évangélique sur cette terre pourtant chrétienne, si là-bas quelqu'un avait écouté le grincement de sa mauvaise conscience, eh bien peut-être ce cauchemar n'aurait pas eu lieu. En ce sens, Nietzsche a bien été le serpent de cette histoire. La folie et la déraison des hommes a fait le reste. Pour conclure cette vidéo, je vais simplement anticiper certains reproches qu'on me fera. Si Rochdy voit cette vidéo, il pourrait croire que je l'attaque, mais en fait, je l'attaque pas vraiment. Qu'il se soit trompé dans sa lecture, ou plutôt qu'il ait passé outre certains aspects du personnage, figurez-vous, c'est presque de nature à me rassurer. Enfin, ça me rassure à moitié. Je prie pour que tous les admirateurs de Nietzsche le lisent de travers. Mais il y a quand même quelque chose qui m'embête, qui m'a toujours embêté, et j'ai besoin de le dire là. Je pense quand même qu'il y a une espèce de malentendu lorsqu'on lit Nietzsche aujourd'hui. Et ce malentendu, il est lié au mot de moraline. Alors il paraît que c'est Nietzsche qui a inventé ce mot, et c'est un mot qui est devenu très courant. Les gens parlent de moraline évidemment pour faire référence à la bien-pensance. La bien-pensance, donc en gros, la politique construite par les bons sentiments. Une politique basée sur des bons sentiments, c'est toujours une mauvaise politique. Cela est vrai dans la politique éducative, dans la politique migratoire, dans la politique industrielle, etc. Évidemment, on a en tête toutes ces erreurs qui ont été commises par le gouvernement français, par exemple, pour avoir accordé une primauté excessive aux sentiments en premier. Mais est-ce que Nietzsche parlait vraiment de ça? C'est compliqué à dire parce que Nietzsche ne parlait pas politique. C'est d'ailleurs pour ça que sa pensée se prête à de multiples interprétations. C'est que précisément, il ne va pas jusqu'au terrain politique. Mais pour l'avoir lu pas mal, je dirais que le mot de moraline, il ne l'emploie pas si souvent. C'est de la morale dont il parle. Et là est le malentendu. C'est que les gens qui dénoncent la bien-pensance, aujourd'hui, ne se positionnent pas comme adversaires de la morale universelle, ni même du sentiment. Mais ce qui me paraît remarquable, c'est que généralement, chez les personnes avec une bonne hygiène mentale, le sentiment ne domine pas. Il ne domine pas, mais il prédomine. Il prédomine, il domine dans un premier temps, par ce fait physiologique simple que le sentiment est toujours plus rapide que la raison. Le sentiment s'est emparé du sceptre de la pensée, alors que la raison est encore occupée à mettre ses idées en ordre et en rang par deux. Bien sûr que le sentiment prédomine chez pratiquement tout le monde. Mais une fois cette prédominance passée, la raison a des droits à reprendre. Or, ce que ne comprennent pas les gens nietzschéens, c'est que Nietzsche est effroyablement loin de ce phénomène intérieur. Ce qui est extraordinaire avec lui, c'est qu'il condamne les deux. C'est dur à croire, mais il condamne le sentiment en soi, et il redouble sa condamnation contre la raison aussi. La morale n'a aucune place dans notre vie, ni comme sentiment, ni comme raison. Ni dans le premier temps, ni dans le dernier. Et vous me voyez venir en fait, quand il parle de la moraline, au fond pour lui c'est la morale tout court. C'est toute morale. Et c'est pour ça que son livre s'appelle Généalogie de la morale et pas Généalogie de la moraline. Et c'est ici que je ne le suis plus, parce que j'ai fait de l'histoire, et cette histoire que j'aime, elle est en partie tissée de sentiments, de morale et de raison. Quoi que Nietzsche en dise, il faut dire que parmi les plus belles choses que l'homme a faites, il y a des œuvres de sensibilité et même de sentiments. Que ce soit Bonchamp accordant la grâce aux prisonniers, que ce soit Martin Luther King donnant sa vie pour l'égalité de ses frères descendants d'esclaves, que ce soit la liste de Schindler dans le sauvetage des Juifs qui allaient à la mort, notre sensibilité
participe, même indirectement, à la grandeur de l'histoire. Si Nietzsche revient au milieu de nous aujourd'hui, il ne faut peut-être pas en faire toute une histoire. Ce n'est pas tellement que le fascisme revient, même si c'est vrai que l'œuvre de Nietzsche est une mère féconde, qui ne manque pas d'hommes pour la désirer. Elle a déjà donné un premier enfant, elle en aura peut-être d'autres, peut-être plus différents qu'on ne le pense. Ce que redoutait le précepteur tout à l'heure, c'est qu'on jette à la poubelle toute l'œuvre de Nietzsche au nom des leçons de l'histoire. Or, il faut bien reconnaître que la vie est une expérience bien trop riche pour réduire sa valeur à la recherche de la vérité ou au fait de ne vouloir nuire à personne. En choisissant des règles et des maîtres, il en résulte une certaine pauvreté d'existence, comme si nous déléguions notre vie à d'autres. Et Nietzsche sentait bien ce que le christianisme a de mortifiant en nous poussant à désirer la pauvreté, l'humilité, l'obéissance, ou même le vœu, le cloître. L'âme ne s'y soumet pas sans déchirer une grande partie d'elle-même, et c'est ce rebut que Nietzsche voulait préserver, penser et remettre sur pied. Lorsqu'il regardait les animaux, il voyait en effet combien toute notion de péché leur est étrangère. Certes, ils souffrent plus que nous, mais ils ne se torturent pas, ils n'ont pas de cas de conscience, et nous avons du Nietzschéen quand nous observons ces étranges êtres différents, au milieu desquels nous avons dû bâtir nos villages et nos villes, ces ignorants bénis, qui s'occupent surtout de leur ventre. Nous les regardons avec envie, ces têtes libres, à la vie courte, capables de tuer et de retuer 100 fois de suite, d'un coup de dent, et pourtant demeurant 100 fois innocents, 100 fois lavés, blancs comme une aube, la conscience aussi légère qu'un duvet. Nietzsche ne voulait-il pas devenir leur frère de meute, vouloir goûter avec eux la viande crue et la blessure sans remède ? Mais il a cru que la morale était un nouveau mode de domination inventé par un vieux singe plus retors que les autres. Quelle triste fécondité que la pensée de Nietzsche. Sitôt qu'il nous apporte ces solutions, immédiatement l'Europe s'embrase dans 1000 incendies impossibles à éteindre. Visitez les camps de la mort, regardez ces chaussures d'enfants entassées comme des ordures ménagères, et dites-moi si vous voulez encore ajouter un couplet sur le surhomme. Observez l'action de T4, et parlez-moi encore de son principe de philanthropie qui consiste à faire goûter aux faibles les fruits de la belle prophétie de Zarathustra. Si Dieu n'existe pas, tout est permis, disait l'auteur des frères Karamazov, l'alter ego de Nietzsche, son reflet blanc à l'autre bout de l'Europe, un écrivain qui se posait les mêmes questions mais qui avait autant d'humilité que Nietzsche n'avait d'orgueil, c'est-à-dire une quantité proprement immense. Peut-être qu'il y a bien, après tout, des choses qui ne sont pas permises. Il n'a fallu qu'une vingtaine d'années au fascisme, et vous voyez, nous y revenons à cette morale. Nous revenons pleurer sur ces sandales comme un fils prodigue, et nous demandons grands tribunaux et droit international et religion humaniste, et bien-pensance et plus encore. Et maintenant, aucune corde n'est plus assez grosse pour qu'on refuse de se la mettre au cou. Il n'y avait pas besoin d'en arriver là. Il n'y avait qu'à accepter le mystère. Nous ignorons pourquoi le bien et le mal s'imposent à notre esprit et pas à celui des autres animaux. Et pourquoi notre conscience est-elle cet objet si délicat et si fragile ? Nous ignorons pourquoi nous continuons à haïr le mal et persistons à le chercher, le montrer, le condamner, le personnifier. D'ailleurs, depuis que nous nions l'existence du diable, nous diabolisons tout ce qui passe. C'est comme ça. Soyez indulgents si nous assignons des finalités, et pardonnez-nous si nous répétons encore « ceci devrait »,« cela ne devrait pas ». Pardonnez-nous, car même si le jardin d'Éden est devenu bien vide et bien silencieux, même si Dieu est mort depuis longtemps, nous croyons encore en son ombre.